On grandit avec les lieux que nous fréquentons et que nous découvrons. Mais parfois, sans le savoir, on se prend des barrières. On s'imagine que certains univers ne sont pas pour nous, qu'on ne pourrait jamais comprendre certaines organisations, certains codes, et le luxe en fait partie. Et puis, on réalise que tout se joue à un détail, à une précision, à un savoir-faire. Psychologiquement, le fait de dépasser ces carcans, ces obstacles, nous permet d'avancer. Chez Call the Team, l'idée a toujours été la même chose, rendre accessible ce qui ne l'est pas encore. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Francine Brando pour comprendre ce qui se passe derrière une boutique de luxe. Alors suivez-nous au studio Call the Team. Quelles ont été les marques justement pour les citer un petit peu? Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Jean-Paul Gaultier, Jil Sander également est rentré assez rapidement. Gucci, Prada, Miu Miu, Dior, j'avais beaucoup de marques. Parce que j'ai toujours eu cette approche avec la clientèle, personne ne me l'a appris. Il y a des choses, on l'a ou on ne l'a pas. Et il paraît que je l'avais. Le luxe devrait être un langage universel. Bonjour Francine. Bonjour Raphaël. Alors on est très heureux de t'accueillir ici sur ce podcast, donc Let's Talk. Merci. Alors est-ce que tu peux te présenter du coup Francine en quelques mots? Oui, alors donc je suis Francine Randolph, autodidacte, passionnée de mode et de design. Cet œil, je l'ai construit avec observation, beaucoup d'observation et de détermination. Et la passion, bien évidemment. Donc tout commence pour moi dans les années 70. Donc je travaillais chez Chantal Thomas en tant que vendeuse, donc de vendeuse à directrice commerciale. Des voyages qui m'ont amenée au Japon, aux États-Unis, à Milan. Et ensuite, j'ai ouvert ma première boutique en 1992. Je décide de revenir à mes sources, donc à Biarritz. Et là, je décide d'ouvrir la boutique Chantal Thomas en 92. En 97, je décide d'évoluer et de proposer autre chose. Je m'aperçois qu'effectivement, sur Biarritz, il y a peu des manques. Et j'ai eu un succès immédiat. Voilà. Et en 2008, j'ai revendu les boutiques. Et ensuite, je me suis reconvertie en tant que consultante pour les boutiques de luxe. Et ça m'a permis également de garder tous les contacts avec ces grandes maisons. Superbe. Voilà. Quelles ont été les marques justement pour les citer un petit peu que tu as Alors, travaillé? toutes les marques que moi j'ai représentées déjà dans ma boutique, c'était... alors, au début, c'était Jean-Paul Gaultier, c'était les marques françaises et japonaises. Ensuite, ça a été immédiatement Gucci, parce que quand j'ai appris que chez Gucci, il se passait tellement de choses avec Tom Ford, quand Tom Ford est rentré en tant que designer, donc j'ai décidé de le faire rentrer. Voilà. Et donc au départ, j'ai démarré avec Issey Miyake, Yohji, mais que les grandes lignes, pas les sous-lignes. Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Jean-Paul Gaultier, j'avais Jil Sander également, il rentrait assez rapidement. Cette papesse du minimaliste qui me vraiment me passionnait. Et ensuite Tom Ford, donc avec Gucci. Et ensuite, quand moi j'ai décidé de m'agrandir, donc j'ai pris la boutique voisine, et dans cette boutique voisine, je me suis vraiment agrandie. Donc j'ai eu Gucci, Prada qui prend beaucoup de place, Miu Miu, Dior, j'avais beaucoup de marques. Et à un moment donné, effectivement, on ne peut pas tout faire. Et surtout, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est qu'il faut surtout avoir un concept et rester sur cette idée et rester concentré dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut proposer. Voilà, donc en plus de ça, c'était une période où il n'y avait pas tant de boutiques, il n'y avait pas d'ailleurs de boutiques de ce niveau, à part Paris évidemment, mais il n'y avait pas de boutique de ce niveau à Biarritz. Voilà, donc c'était plutôt rare, voilà, ni à Biarritz, ni en France en général, dans les villes balnéaires en tous les cas. Donc ça a été un point culminant pour moi qui m'a amené dans le milieu avec une aura et surtout une réputation qui a fait qu'effectivement, beaucoup de marques voulaient venir chez moi. D'accord, donc on se situe rue Reine Victoria
Absolument. Alors on se situe, avenue de la Reine Victoria. Moi, quand j'ai décidé donc d'ouvrir la toute première boutique en 92, on me propose cette adresse. Ah, je dis, mais c'est absolument là que je veux être. Je veux être là, absolument, absolument, absolument. Déjà, pourquoi ce lieu? Parce que ce lieu est un lieu euh, qui me donne cette satisfaction, parce que déjà, c'est dans un immeuble absolument sublime, le Carlton. Et en plus, je trouve qu'il y a une discrétion, il y a quelque chose voilà, à partir de ça, on peut tout faire, je trouve. Voilà, donc j'étais un tout petit peu à part et je pouvais faire des choses un petit peu un petit peu plus personnelles. Et donc, du coup, tu peux nous parler un petit peu de cette clientèle, à la fois locale, nationale et internationale? Oui, absolument. C'était une clientèle locale déjà qui m'a donc que j'ai eu immédiatement quand j'ai ouvert la boutique Chantal Thomas, et ensuite quand j'ai proposé ce multimarque, elle m'a également suivi. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est extraordinaire parce que j'avais cette clientèle qui venait de partout, beaucoup d'Espagne également. Et cette clientèle qui me suivait, vraiment qui me suivait, et non seulement qui me suivait, mais j'avais au moins 3 générations. Donc j'avais la grand-mère, j'avais la maman, j'avais la petite fille. Alors, pour ceux qui nous écoutent, justement, c'est quoi le secret, justement, de comment fidéliser la clientèle? On discute parfois avec les managers de l'Hôtel du Palais et ils ont des clients de très longue date et, comme tu le dis, intergénérationnels. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour regarder ce lien et avoir une patte, une signature reconnaissable? Je pense que pour garder ce lien, il faut être toujours honnête. Hmm. L'honnêteté, ça paye toujours. C'est-à-dire ne jamais vendre quelque chose qui ne va pas. Moi, je préférais dire, parce que j'avais des clientes aristocrates qui venaient qui ont leur maison ici, etc. Elles venaient vraiment pour s'habiller pour l'hiver. Par exemple, au mois de fin août, elles venaient me voir. Et il y avait la maman, il y avait les filles, etc. Et elles venaient, elles me faisaient entièrement confiance. Elles me disaient, qu'est-ce que je dois essayer? Qu'est-ce que je dois essayer? C'était vraiment, moi je fonctionnais à l'instinct, et elle me faisait entièrement confiance. Et c'est ça, je pense que quand vous avez établi une confiance totale, je pense qu'il y a une envie de revenir, tout simplement. Il y a l'expertise aussi du métier parce que, Oui, bah forcément, oui, on va en forcément. parler. Tu faisais, peut-être qu'on peut essayer de comprendre mieux comment s'organisent les achats, donc du coup dans le luxe. Oui, Et à ce moment-là, bah, tu réfléchis aussi pour tes clients et clientes pour avoir un panel de choix complet qui oui, leur permet de s'habiller sur toute la saison, voire oh, toute l'année. oui. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu comment se Oui, passaient alors les achats? les achats, c'est bon déjà les marques, pour avoir ces marques. Euh, ce sont des marques, soit elles viennent spontanément chez vous, soit vous faites la demande. Et une fois que cette demande a été faite, vous avez des accords avec ces marques, donc des espèces de contrats, voilà. Et ensuite, ces marques vous envoient leurs dates. Et ces dates voilà, par exemple, moi j'avais une vingtaine de marques et je devais organiser 20 rendez-vous, parce que toutes ces marques sont faites sur rendez-vous. Et vous devez aller chez la marque, que ce soit à Milan, que ce soit à Hambourg, à l'époque c'était Gilles Sander, que ce soit à Florence. Gucci, on l'achetait à Florence, Prada évidemment à Milan, Burberry, j'avais oublié, j'avais Burberry également, avec la ligne Prorsum, qui était la ligne haut de gamme, voilà, et qui était une ligne qui était très peu diffusée. Donc je crois que j'étais une des seules en Europe à avoir la ligne Prorsum tout à fait au début. Et ensuite, donc il faut aller dans les maisons. Et ensuite, ces achats, bien écoutez, on rentre dans un showroom le matin à 9 heures, on en sort à 8 heures le soir, parce que ce qui est incroyable, c'est que j'avais également les 3 secteurs, c'est-à-dire j'avais le prêt-à-porter, la maroquinerie et la chaussure. Donc c'est vraiment 3 secteurs, c'est important de représenter vraiment une marque dans tous les domaines. Et quelquefois des petits accessoires de la maison, quand Prada proposait des choses, ou Bottega Veneta également. Et donc ces marques, voilà, donc on arrive, on propose, vous regardez, les showrooms sont immenses. Toi, tu pars d'un budget Voilà, avec on une a un répartition budget, par marque. absolument, on a également le budget et on doit le répartir par marque. Ensuite, on se garde toujours un petit budget pour la fin, parce que toutes ces marques s'achètent
les pré-collections, en fait, ces pré-collections s'achètent avant les défilés, avant les Fashion Week. Et ensuite, quand il y a les Fashion Week, on fait les compléments. Est-ce que Mais ça permet aussi, en voyant le défilé, de t'apercevoir que telle ou telle pièce, effectivement, que tu retrouves les pièces que tu as achetées en pas pré-sélection forcément, dans le défilé? pas Bon, forcément. les pièces iconiques, effectivement, il y en a tellement qui peuvent pas tout mettre, mais en tout cas, tu retrouves. Oui, Et en voyant le défilé, tu t'aperçois peut-être que certaines pièces te manqueraient ou que tu as fait le bon choix. il y a l'histoire déjà dans le défilé, D'accord. l'histoire de la précollection qu'on a achetée. Dans la précollection qu'on achète, il y a également tous les suppléments, ça veut dire les bons pulls, les bons pantalons, les robes, les jupes, Mhm. qui ne sont pas sur les défilés. Voilà. Sur les défilés, ce sont des silhouettes qui sont D'accord. un peu construites pour le défilé un peu spectacle, entre guillemets. Quand tu parles d'histoire justement du défilé, j'avais pas cette notion-là. Bon, on sait qu'il y a des thématiques, un petit peu des sujets, mais ça va beaucoup plus loin en fait. Il y a un fil conducteur du début à la fin par saison, Ah bien sûr, tout à fait. Et il faut, parce que sinon, Tu peux nous en donner des exemples? Je sais pas, Jean-Paul Gaultier par exemple, parce qu'il y avait des défilés qui t'ont marqué plus que Bah, d'autres, chez des Jean-Paul histoires? Gaultier, ils étaient tous marquants parce que c'était plus c'était fou et mieux c'était. Oui. Plus ils voulaient perturber ou choquer un peu et mieux c'était. Voilà. Moi, les défilés qui m'ont le plus marqué à l'époque, c'était les défilés de Alexander McQueen. Bon, tout ça, c'était très très marquant. Mais et finalement, ce sont des défilés qui sont de plus en plus aujourd'hui spectacles. Mm, mm, Voilà. mm. Ils étaient à mon époque, mais ils le deviennent de plus en plus. Voilà. Donc sur ces défilés, ils sont obligés aussi de rajouter certains styles qu'on ne trouvera pas en pré-collection, mais qu'on trouvera sur le podium. Et ensuite, si ces pièces vous intéressent, elles peuvent être achetées et faire le complément des pré-collections. Mais les pré-collections, ce sont les plus importantes. Ce sont les plus importantes parce qu'elles restent le plus longtemps en boutique et elles sont livrées beaucoup plus tôt et elles restent beaucoup plus longtemps. Et à qui s'adressent finalement les défilés? Est-ce que c'est pour les professionnels qui vendent et donc du coup de leur faire un petit peu de leur rendre un peu l'appareil en leur faisant un joli cadeau de participer à un joli événement? Parce qu'un particulier lambda, il va pas avoir le même regard que, que toi Ah ben sur absolument, un défilé. Il va même Abso- être un petit peu parfois un petit peu bousculé par absolument. certains codes Ah oui, en oui, oui, disant oui, oui, c'est oui. Il y a importable, c'est n'importe quoi. certains acheteurs ne devraient même pas assister à un défilé. Ils voudraient mieux pas parce qu'ils comprendraient. À l'époque, il y en a qui comprenaient absolument pas. Mais tout d'abord, c'est la presse, Ok. l'image, la presse. Ouais. Parce que la presse doit être nourrie. Oui, les Donc c'est la magazines, presse, donc c'est les Vogue, c'est magazines, voilà. Exactement. Aujourd'hui, le monde a tellement changé que ce sont au premier rang, ce sont les VIP, ce sont ceux qui vont véhiculer et qui vont porter ces vêtements. Voilà. En plus du défilé, il y a une continuité avec toutes ces personnes qui arrivent à porter ces vêtements. Et donc c'est la presse, les VIP, les influenceurs et influenceuses. Donc ça, c'est devenu très très important. Voilà. Donc les revendeurs. très peu, Ah, très très peu peu, très finalement, très peu d'accord. finalement, parce que quand on peut. Et Mais on a quand on déjà est, assisté finalement à la chalandise, donc on a déjà oui, été en boutique, donc finalement, c'est même pas ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps parce que les oui. calendriers sont tellement serrés. Si vous devez regarder, alors vous avez donc l'industrie de la mode est guidée par les Fashion Week. Ces Fashion Week, vous avez les pré-collections et après les Fashion Week, on retourne dans toutes ces marques pour acheter les compléments qui ont défilé, voilà. Ou pas. Il y en a certains qui veulent et d'autres qui veulent pas. Il vaut mieux quand même, je trouve, si on veut garder une étincelle, quelque chose de bien, il vaut mieux le faire, voilà. Et qu'est-ce que tu dis, bon, brièvement, à des personnes qui voient par exemple un défilé Balenciaga avec un sac poubelle comme sac? Est-ce que tu leur dis, oui, c'est des codes et on peut comprendre que ça soit un petit peu too much, mais derrière, il y a une histoire et c'est commercialement volontaire justement pour que ça soit des pièces un peu iconiques qui soient un peu la vitrine, pour que derrière soient achetées peut-être des pièces qui soient un peu plus classiques. Oui, alors je ne sais pas si c'est commercialement iconique, mais je pense que quand on regarde un défilé Balenciaga, il fait passer plein de messages. Mhm. Bon. Moi, j'aime beaucoup Demna, et je trouve qu'il a bousculé, il bouscule, voilà. Et non seulement il a cet art
Scénarisé. de scénariser, de montrer le monde dans lequel on vit finalement. Hein, voilà. Et en plus, un peu et c'est pour ça qu'il peut mettre des sacs poubelles, parce que ces sacs poubelles, c'est un homme qui a dû quitter son pays avec sa mère. Ils sont partis vraiment, ils sont partis très très vite parce qu'il y avait la guerre. Et donc voilà, et il raconte un petit peu toutes ces histoires à travers son vécu. Et ce vécu, après, bah, il l'interprète sous forme de sac, de façon Oui, un peu dont il doit comme... s'habiller, ou où on doit s'habiller, etc. Mais à côté de ça, bien sûr, derrière, il y a toute la partie commerciale. Je veux dire, il n'est pas tout seul dans une grande maison. Il y a le directeur artistique, mais il y a le CEO. Donc, il faut quand même faire il faut que ça reste, compréhensible aussi. Il ne faut pas que tout soit à ce niveau-là. C'est bien parce qu'il bouscule. Et moi, je trouve ça très, très bien. Et surtout que sa force aussi, c'était, parce qu'on ne voit que ça, mais il a montré, il y a eu des défilés absolument extraordinaires où il y avait un peu de ça et beaucoup de toutes les reproductions de robes, enfin, qu'il a refait à sa façon, bien sûr, de Cristobal Balenciaga. Et c'était magnifique, magnifique. Des robes longues, c'était magnifique. Voilà. Donc ça, pouvoir aller de son vécu aux sources de Cristobal Balenciaga, c'est tout un art. Donc moi, j'aime beaucoup. Et pour revenir un peu à l'hôtellerie, au service, à l'excellence, du coup, toi, tu as des codes qui sont finalement très simples, qui sont l'accueil, le sourire, l'écoute, Absolument. et qui ne sont pas forcément ceux auxquels on peut penser quand on parle d'une boutique de luxe. Parce que parfois, ça peut avoir une image de marque qui soit parfois un peu désuète, avec un côté un petit peu... euh, on regarde de bas en haut, etc. Mais ce n'est pas du tout ce que tu m'as parlé. Et c'est pas du tout ton Oui, mode de fonctionnement. oui, moi je pense que le luxe, il est là pour faire rêver. Donc, que ce soit une personne par exemple, quand on fait des vitrines et que ces vitrines vous font rêver et que moi j'invitais même des gens à rentrer. Ils me disaient mais je peux pas me l'offrir. Je me dis mais regardez au Oui, moins. oui, oui. Voilà, il faut regarder. Et c'est ça, le luxe, c'est euh, c'est montrer un tout petit peu cette, euh, cette excellence, je crois que tout le monde, le luxe devrait être un langage universel, pardon. Et c'est merveilleux parce que quand on a une personne qui vous dit non, je peux pas, mais vous montrez, vous expliquez, il y a ce côté un peu pédagogique, mais un jour, cette personne, vous l'avez fait rêver et elle peut revenir en disant je me souviens. Et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé que sa grand-mère, que tout le monde s'est réuni pour faire un cadeau d'anniversaire. Et finalement, elle avait une somme d'argent. Et cette somme d'argent lui a permis, la seule chose qu'elle a eue, elle est allée elle est venue à la boutique et elle m'a dit, Madame Randolph, je veux absolument que vous occupiez de moi, genre éclatez-vous, voilà, éclatez-vous. Et elle m'a laissé entièrement faire. Et ça, c'était superbe, c'était très joli. Est-ce que tu as Voilà. d'autres anecdotes que tu peux raconter ici à l'antenne de de certains clients ou de demandes un peu farfelues ou des belles anecdotes que tu as pu avoir au fil des ans? Bah, oui, j'en ai eu déjà quand je travaillais chez Chantal Thomas. C'était que moi j'ai ouvert la première boutique lingerie. Quand Chantal m'a désignée pour ouvrir la première boutique lingerie, oui, là j'ai eu des demandes absolument incroyables, des gens connus que je ne peux pas citer parce que le luxe c'est la discrétion, mais je peux raconter l'histoire. Voilà, il y en a un qui rentre et qui me dit montrez-moi vos plus jolies petites culottes. Et, j'étais là et avant que je dise quoi que ce soit, il me répond de toute façon, vous inquiétez pas, c'est pour les déchirer. Voilà. Ah oui. Ensuite, j'ai eu des demandes absolument incroyables, comme quoi le luxe peut être aussi euh, amené dans des situations incroyables. Un anonyme qui rentre, un homme très élégant, et me dit, voilà, je voudrais voir cette chemise de nuit et se déshabiller, qui était sous vitrine. Et normalement, c'était des pièces qu'on ne devait pas trop vendre, qui étaient plus là pour l'image. Et je lui dis,
Je suis désolée, mais peut-être que les pièces, la taille ne va pas vous correspondre, mais si vous souhaitez, on peut passer une commande avec un certain délai, un certain surcoût, etc. Et le monsieur regarde et il me dit, moi, je pense que ces pièces sont parfaites pour, voilà, je viens de perdre ma femme et c'est pour l'habiller dans son cercueil. Ah oui, incroyable. Et donc voilà, et que le luxe peut aller dans l'intime. Voilà. Et quand on le luxe, c'est ça. C'est pas seulement ce qui est ostentatoire. C'est pas. Chanel disait, le luxe, c'est le contraire de la vulgarité. Voyez. Donc tout ce qui n'est pas, tout est permis. Enfin, tout est permis avec une certaine, vision, avec une certaine approche, voilà. Donc dans l'hôtellerie, je pense que c'est pareil. De toute façon, c'est un peu côte à côte. Et finalement, on peut avoir la même clientèle. Moi, j'avais la même clientèle que l'Hôtel du Palais. J'avais la même clientèle qui allait dans des endroits luxueux. C'est la même chose. On a le même langage finalement. Quand c'est bien fait, on a le même langage. Voilà. On peut tout à fait aller dans un palace pour découvrir le lieu. Absolument. Tout en dépensant 10 ou 20 euros, c'est possible. On peut prendre un café, un chocolat. C'est autorisé. C'est autorisé, absolument. Il ne faut surtout pas s'en interdire. Il ne faut surtout pas s'en interdire. Ben, et ça sûr. nous ouvre les portes d'un monde nouveau, Bien d'une sûr. excellence. L'excellence, voilà. Et pourquoi priver les gens d'excellence? L'excellence, c'est quoi? C'est des gens qui ont un savoir-faire, c'est des gens qui ont un savoir-vivre, c'est des gens qui ont une éducation. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, il faut en profiter. Et on se nourrit, on peut se nourrir de ça. On apprend plein de choses. Alors, une question, de quoi es-tu le plus fier, toi, dans ton parcours, Francine? Alors, moi, ce qui me rend le plus fier, c'est que quand, dans mon parcours, j'ai eu cette clientèle avec qui j'ai eu des relations absolument extraordinaires. Et j'ai aussi, pendant ce parcours, j'ai formé des gens. J'ai eu des stagiaires. Et un de mes stagiaires a ouvert sa propre boutique. Et ça me rend très, très fière. Voilà. Ça, et en plus, ce que j'ai, moi, fait, construit, fondé, existe toujours. C'est-à-dire la première boutique existe toujours. Donc, je dis que ma vision était bonne. Ça veut dire que, voilà. Et ça me rend très, très fière. Ça me rend vraiment très fière. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible, parce qu'il y a de moins en moins de multimarques, et les marques s'accaparent un petit peu le lieu, l'emplacement, les murs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible pour quelqu'un qui souhaiterait faire un Colette bis, pour un Francine Brandos bis? C'est deux choses différentes, mais est-ce qu'on peut justement faire un multimarque avec des marques de luxe un peu en concept store? Je ne sais pas si tu aimes le terme, ou Oui. En 2025, est-ce que c'est... Oui, bon, déjà à Biarritz, un de mes stagiaires qui a ouvert sa propre boutique, il a déjà pris cette route. Donc il le fait avec beaucoup de rigueur et de passion. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que je lui ai appris. Donc ça c'est très très bien. Après effectivement il y a de plus en plus de difficultés parce qu'aujourd'hui dans les villes effectivement les marques s'approprient tous les lieux. Mais bon, moi je pense qu'il y a toujours des choses à faire de façon différente. Moi je pense que quelqu'un qui a la passion, qui a une vision, surtout une vision très très importante, a la possibilité effectivement de faire des choses, mais de façon différente. Parce que je crois qu'on est enfin, c'est pas que je crois, on est dans un monde, on vit dans un monde qui est en pleine transformation. Et dans ces transformations, je pense qu'on peut faire des choses. Voilà. Parfait. Bon, merci pour ce partage, Francine. Mais je les encourage, effectivement. Oui. J'encourage. On peut partir de zéro, Absolument. avoir des contacts. Absolument. Et à l'époque, même à l'époque, je veux dire, quand on voit Coco Chanel, qui était une qui a été élevée dans un couvent, Virgile Leblot, qui a fait de l'ingénierie et qui s'est retrouvé directeur artistique chez Vuitton. Tout ça, ce sont des parcours absolument extraordinaires. Giorgio Armani aussi, il était Gucci, le fondateur de Gucci. Il portait les valises dans un grand hôtel
groom. Il était groom dans un grand hôtel à Londres. Vous voyez, tout ça, si on voit les grandes, en fait, les grandes Muccia Prada qui reprend le flambeau, c'est son grand-père fondateur. Et elle qui reprend le flambeau et qui en fait un empire. Mais ça, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, alors, il y a des gens qui ont des bases, mais qui en font des empires, ça, il faut le faire aussi. Et puis, il y a ceux qui n'avaient rien et qui peuvent tout faire. Donc, je pense qu'à toute époque, on peut faire quelque chose. Alors, avec des visions différentes, avec une autre façon de faire, une façon de penser, surtout pas rester dans les codes. Il faut élargir. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup de Est-ce choses. qu'il y aurait une méthodologie justement de travail, d'inspiration? C'est-à-dire, tiens, je vais m'atteler à réfléchir à un concept, à quelque chose, à développer peut-être ce que j'ai en moi. Est-ce que tu aurais une manière justement de le faire éclore d'une certaine manière? Est-ce que c'est en allant rencontrer des gens, en parlant, en essayant Oui, c'est d'être ouvert à ce monde et puis d'avoir envie, Mhm. d'avoir envie, l'envie surtout, Mhm, l'envie, mhm, l'envie parce que la passion c'est bien, la passion et il vaut mieux parce que dans un monde difficile, il vaut mieux avoir la passion parce que c'est pas toujours tous les jours facile, mais il vaut mieux avoir cette passion. Oui, mais l'envie de faire quelque chose, l'envie de faire des choses différemment. Je pense qu'il y a bien encore et on n'est qu'au balbutiement de ce monde où il y a plein de choses à faire. Il y a encore plein de choses à faire, ça j'en suis certaine. Mm. Parfait. On va partir sur la partie un Donc petit peu. j'encourage, oui. Voilà. Et donc, du coup, tu es disponible aussi à répondre, à Absolument, encourager. Si quelqu'un vient avec un absolument, business plan ou une idée un petit peu loufoque, mais elle est pas encore tout à fait sûre de absolument, lui ou d'elle, absolument. elle peut te contacter pour avoir un Oui, peu ton ressenti. le ressenti, ça veut dire déjà que ça, s'il y a déjà des gens, peut-être il faudrait, l'idée est bonne, mais peut-être qu'il faudrait la retravailler d'une autre façon, etc., etc. Mm, Bien mm, sûr, mm. oui. Bon. L'appel est lancé. On va passer un peu sur la partie un peu plus ludique, avec une sorte de quiz, un petit peu et la présentation aussi de personnalités du monde de la mode. Donc je vais te Ah. laisser peut-être les présenter brièvement et me dire laquelle des deux tu préfères. Bah, moi, c'est Muccia Prada. Muccia Prada, c'est une fan totale parce que c'est une femme intelligente qui se nourrit de plein de choses. Elle est entourée d'artistes, elle, qui est super pour sa maison également. Elle a fait sa fondation. Donc voilà, donc Muccia Prada, elle sait rendre. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est à chaque fois je le dis, elle peut rendre beau quelque chose qui est laid. Ça, c'est un talent énorme. Voilà, donc ça c'est merveilleux. Ensuite, bah oui, Armani qui vient de nous quitter. Ben Armani, pareil, c'est un. Bon, moi j'aime beaucoup son élégance. On peut dire que Armani est un homme très très élégant. Voilà. Et il a fait beaucoup de choses aussi pour la mode à Milan, mais c'est son élégance et surtout son parcours parce qu'il est resté indépendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas été acheté par un groupe jusqu'au bout. Et ça, Il s'est c'est. beaucoup diversifié aussi grâce à son nom de marque. Il y a eu le design, il y a eu des hôtels, donc ça c'est merveilleux de pouvoir aller, dans beaucoup de domaines, mais comme quoi le luxe, parce que on parle de luxe là quand on parle d'Armani, mais comme quoi le luxe est quelque chose qui est c'est un fil conducteur, aussi bien pour le milieu de la mode. Donc quand il a ce fil conducteur, il peut très bien faire des objets, il peut très bien faire des meubles, il peut très bien aller dans l'hôtellerie parce il a ses codes. Il a ses codes. On dit Voilà. souvent en marketing que les clients n'achètent pas ni le comment ni le quoi, mais un peu le pourquoi. Donc cette vision qu'il y a derrière des marques comme Prada, Armani, qui finalement dans l'inconscient révèle quelque chose de fort, d'intuitif, Absolument. d'inspirant. Oui. Et Armani, c'est la solidité dans je sais pas, la luxe, l'excellence, mais une sorte de solidité aussi, une sorte Oui, bien de sûr, confiance. il est là. Je veux dire, il est bien. Voilà, une bonne communication, des défilés jusqu'au bout, jusqu'avant sa mort. Il est monté sur le podium pour saluer Oui, le oui, oui, public. incroyable. Extraordinaire. Oui. Parfait. Alors, Et Mucha, bon, Mucha, c'est voilà. on passe désormais sur un petit Ah, quiz, à le savoir voilà, City. Mhm. quel est ce sac, Le pourquoi, City. comment, et voilà. Alors le City, il a été créé, je crois, dans les années 2001 par Nicolas Gesquière, voilà, chez Balenciaga.
Et c'est un sac je crois qu'on dit toujours que c'est le focus des paparazzi. Voilà. Oui, Il est, il est, il est vu aussi bien sur les tapis rouges, il est vu aussi bien dans le quotidien, chez toutes les VIP. Voilà, c'est de ça qu'il faut avoir. il a ce côté un peu rock'n'roll, un peu Voilà, exact. en dehors des codes Voilà. presque. Mm. Et je pense qu'il fait partie de ces sacs un peu iconiques. Il y en a très peu, mais je pense qu'il en fait partie et qu'il en fera partie longtemps. Et il a cette force-là, justement. C'est comme ça, c'est Oui, oui. cette règle d'or, quoi. Voilà. Ah oui, alors la règle d'or pour rappeler justement, c'est la proportion, c'est le ratio C'est le ratio, voilà. Donc moi, je suis pas une. donc entre la largeur et la hauteur. Donc il y a Oui, un la règle d'or, équilibre. c'est-à-dire que tout est parfait. On assimile tout Oui. parfaitement. Mm, Voilà. mm, mm, mm. Donc, et en plus ça, on peut le rendre plus petit, on peut le rendre très grand. C'est ça. C'est un Et, sac il- pratique à porter au et c'est un quotidien, sac pratique à Francine. porter. Voilà. Une certaine allure, voilà, un certain chic. Ok. Il donne tout de suite. Ah ben ça, c'est le Chiquito de Jacquemus. Alors le Chiquito de Jacquemus, bon, ce Jacquemus qu'on adore, et qui lui, puis voilà quelqu'un qui a démarré en se faisant connaître avec ses pancartes. Il est allé dans un défilé et comme lui, il ne pouvait pas défiler, il n'avait pas d'argent, il fallait bien qu'il se fasse connaître. Donc il est arrivé, il a fait défiler ses copains, copines. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'a eu besoin de personne pour se faire connaître. Et en plus, c'est un homme qui est un homme d'image. Donc il a compris l'importance des réseaux sociaux. Et il fonctionne beaucoup avec ça. Et ça, et on peut regarder son Instagram tous les jours encore, il y a toujours un petit truc nouveau. Ces défilés merveilleux. Non, c'est super. Non, c'est super. Et ces petits sacs, c'était quand il a fait, parce que c'est un des premiers, je crois, qu'il a fait un tout petit sac comme ça, le Chiquito. Et c'est un des sacs qui, j'ai trouvé ridicule parce qu'on ne pouvait rien mettre, mais, On met pas un mais téléphone portable. Quasi. si, On met un un téléphone téléphone. portable. Alors, pas peut-être les nouveaux, mais c'est et puis une carte bleue, et puis basta, Oui, un petit oui. tube de rouge à lèvres éventuellement, et puis basta, c'était tout. Mm. Mais, et après, donc, l'avantage, c'est pareil, il a agrandi, il a élargi, Mm. voilà, il en a fait plein de formes. Mais il en a fait un très joli, là, j'aime beaucoup, le dernier, un hommage à sa maman, qui s'appelle le Valérie. Très joli sac. On Voilà. le mettra. Oui. Parfait. Alors, on va passer effectivement sur des noms, des marques, pour ceux qui connaissent le logo de Stark. gauche. Et Colette. Et Colette. Et Voilà. Colette, oui. Alors, bon, si je dois faire... mon number one, c'est Colette, parce qu'elle est devenue mythique. Je dirais que ce qu'elle a fait dans le milieu, c'est absolument exceptionnel. Et même jusqu'à en faire dernièrement, il y a eu une exposition au Grand Palais, où elle a fait une exposition de boutiques éphémères comme ça, Colette. Donc pour faire ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose de très très fort. Et en plus, quand on sait que voilà, Colette, elle avait déjà une boutique avant d'être Colette, et ensuite elle a ouvert cette boutique rue Saint-Honoré au 213, et avec sa fille, cofondatrice également, sa fille qui est diplômée de l'école du Louvre, donc qui lui a permis effectivement d'avoir Elles ont fait un très très bon binôme, voilà. Mais c'était un travail colossal, voilà. Ça, ce sont des Qu'est-ce qui exemples. fait la particularité de chez Colette C'est le travail. Elle pouvait tout avoir, tout. Il y avait un concept, une vision tellement forte qu'elles ont tout fait pour avoir... tout le monde est passé chez Colette, même Chanel. Même moi, en tant que Française, moi, je n'ai pas pu avoir Chanel. Même Chanel, elles ont tout eu. Pour les gens qui auraient 20 ans, par exemple, aujourd'hui, comment est-ce qu'on Ça peut nous manque, définir hein. Donc c'est un concept store C'est un concept store. avec un peu pop culture très Oui, accessible. oui, et qui est très diversifié, qui peut aller dans tous les domaines. Aussi bien elle a tout fait dans son bar à eau. Elle avait son restaurant en bas, dans lequel elle proposait des plats, mais des plats qui n'étaient pas forcément cuisinés dans sa Ça petite... t'a marqué, le côté, tiens, je prends le meilleur de Mais chaque oui, il faut boutique. prendre le meilleur. Et Elle prenait le meilleur. Mm, mm. D'ailleurs, Sarah, que je rencontrais de temps en temps dans certains showrooms, qui faisait des achats pour Colette, elle prenait vraiment, on sentait, bon, elle n'avait pas
elle avait des, comment dirais-je, des faveurs parce que c'était Colette. Ça veut dire que s'il y avait que ça et ça, on laissait faire. De toute façon, c'était chez Colette. Voilà. Avec moi, ils étaient un petit peu plus. C'est pour ça que je dis, je suis loin d'être Colette. C'est ça qu'elle a réussi, cette espèce de, 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 de suprématie où c'était extraordinaire. D'ailleurs, sa boutique était remplie de ça, sa boutique était remplie de petites choses, voilà, de petites choses. On pouvait acheter des disques, on pouvait acheter des petites babioles à 1 Oui. euro. Quand tu dis le travail, effectivement, c'est le travail de recherche pour Mais que oui, finalement il y ait un ensemble cohérent entre des petites, moyennes, oui. des pièces accessibles, des pièces plus Ah ben, il y avait chères. des pièces à 1 euro et vous montiez au premier étage, il y avait des choses sublimes comme des garçons, il y avait des bijoux absolument incroyables, il y avait... c'était... Parce que dans le monde de et on l'hôtellerie, passait, j'ai c'était... l'impression qu'il y a certains hôtels qui ont pu reprendre un peu ce code avec un peu ce côté un petit peu boutique. Mais bon, c'est un métier de trouver, de dénicher, de Oui, rester toujours à la page. non. Moi, je pense que dans l'hôtellerie, non, on peut pas parler de Colette et l'hôtellerie. C'est Colette, c'était quelqu'un qui allait très vite. Et elle allait très 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 vite. Et elle faisait des collaborations. En une semaine, elle devait faire des collaborations. Toutes les semaines, les vitrines étaient chargées. Tout est la recherche. C'était Bon, comme... après, effectivement, elle avait des gens qui venaient vers elle. Mais au début, il fallait D'accord. Donc elle montrer. était très créative, elle était comme Très très créative. une styliste un peu presque dans son choix. Oui, Parce que avec quand elle Sarah proposait qui des... était... C'est elle qui a proposé par exemple la collaboration entre Cromort Et, et et Rolex, Rolex, par oui, c'est exemple. ça, oui. Donc, alors, il y avait, mais elle appuyait les choses. Elle disait, D'accord. oui, c'est génial, on va le faire. Voilà. C'était Colette, elle perdait pas de temps dans les interviews ni rien, parce qu'elles auraient pu. Non, non, c'était du travail, 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 travail. De toute façon, derrière une réussite, il n'y a que du travail. Ça, il faut bien se l'entendre. Et ça n'a pas été remplacé. C'est vrai que c'est un peu Non, dommage si on parle de concept un peu non, comme ça. non, Parce qu'il non. y a des boutiques Ça qui vendent des manque. sneakers un petit peu haut de gamme très recherchés. Voilà. C'était une des Une composantes. des composantes de Colette. C'est d'ailleurs elle qui a inventé un Au peu ce. départ, c'était Colette, c'était ces murs de basket, c'était extraordinaire. Ce décor, ce côté minimaliste, ce côté magnifique comme ça pour vendre Hmm. une paire de baskets de chez Nike ou de chez Adidas où tout le monde, beaucoup de gens, Oui, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens oui. pouvaient s'acheter. C'était extraordinaire, Hmm. Et il extraordinaire. y avait aussi, bon, pour terminer là-dessus, les pochettes cadeaux. On ne savait pas ce Ah, que. les pochettes surprises, c'était J'en ai génial. jamais Mais acheté. Je génial, ne savais pas ce c'est qu'il y a dedans. génial. Bon, il fallait y penser, comme quoi. Vous voyez, donc c'était, elle a mis, elle a. On allait chez Colette. De toute façon, il fallait. C'était génial parce qu'il fallait. Puis il y avait tout le côté commercial. Ça, c'était sa maman, je pense. Et c'était. Il fallait rentrer chez Colette, mais il fallait ressortir avec un sac chez Colette. Hmm. Bon, on pouvait acheter des tablettes de chocolat, on pouvait acheter une pochette surprise, on pouvait acheter un disque, on pouvait acheter une petite babiole ridicule qui était sur le comptoir. Non, c'était magnifique, c'était Hmm. magnifique. Hmm. Hmm. Même à l'entrée, il y avait les gardes du corps Oui, qui régulaient la circulation du magasin. Bon, c'est oui. extraordinaire quand même, c'est extraordinaire. Et ça a été remplacé par Yves Saint Laurent, où là, pour le coup, c'est quand même autre chose. C'est autre En chose, termes d'accessibilité, c'est c'est quand même autre autre chose. chose. Là, Voilà. on va pas rentrer dans la boutique juste pour trop regarder. Je pense pas Bah, que ça dépend, ça mais dépend. ça dépend. Il faut être à l'aise. Vous savez, je pense que quand ces boutiques n'ont pas le droit de refuser, sauf si vous êtes, je sais pas, vous rentrez, vous êtes ivre, ou vous êtes un peu anormal. Mais, mais oui, bien sûr il faut rentrer, bien sûr, bien Parce que sûr. maintenant, il y a un luxe qui est un peu froid. Il y a beaucoup de marbre, il y a beaucoup Oui, d'espace vide, tout le oui, monde vous voit. oui, C'est oui, pas, c'est oui, des baies vitrées. oui. C'est très formaté en Oui, fait. chez Colette, voilà, il y avait un peu un circuit, donc du Voilà. coup, il y avait. Ouais. Voilà. Mais c'est Ok. formaté, c'est-à-dire que c'est toutes ces maisons, comme elles se sont dupliquées, c'est devenu un peu mondialisé. Donc on est un petit peu obligé de formater pour que... Et tu as un regard, toi, du coup, toi qui faisais de l'agencement de boutique aujourd'hui, de voir un peu ce qui se fait aujourd'hui en termes d'agencement, de couleurs, de matériaux. Bon, c'est le luxe ultime, quoi. Il faut qu'il y en ait toujours plus, tout en restant dans un certain minimalisme. Je euh, pense à Moncler, par exemple. Moncler, j'aime bien.
Ah bon, Montclair, c'est magnifique. Je trouve que Montclair, c'est très beau. Mais il y a du bois, du coup, c'est un peu plus chaleureux quand il y a même. du bois, voilà. Bon, après, Montclair vend des vêtements d'hiver, des choses comme ça. Oui, Donc le bois forcément. est approprié à sa matière. Voilà. Mm, mm. Les doudounes, les choses comme ça. Mais ou les parkas. Mais non, je pense que. C'est créé par le duo d'architectes Gilles et Gilles Boissier. Boissier. Juste pour information, Oui, ils ont un très oui, beau showroom oui. avenue Montaigne. Maintenant, on pourrait mettre un Tadao Ando aussi dans le coup pour faire une boutique, mais bon, ce serait très très coûteux. Mais voilà, là, on serait dans du ciment, on serait Donc dans toi, t'aimes du bien, béton. finalement, t'aimes bien tout, que ce soit neutre, que ce soit minimaliste. Non, non, mes goûts, oui, ils peuvent aller du côté minimaliste, mais je peux aussi aimer le maximaliste. Tout dépend comment c'est fait. Alors, on peut trouver, quand tu parles de Yves Saint-Laurent, la boutique Saint-Laurent, effectivement, il y a un côté plus froid, mais toutes les boutiques sont les mêmes pratiquement. C'est du noir et blanc, quoi, presque. Oui, Hein, dans le monde entier, toutes les boutiques sont. Parce que c'est ça, il y a eu cette mondialisation. Maintenant, effectivement, des boutiques à une identité forte, c'est intéressant. Bon, en termes de, donc on parle d'architecture, notamment d'intérieur, et donc Monsieur Philippe. Ah ben Stark, oui. Mais Stark est quelqu'un qui a fait bien sûr de l'architecture, mais moi je l'apprécie plus pour tous ces objets usuels qu'il a rendus très très jolis, Un très designer industriel presque. oui, Oui, oui. Mais ça commence déjà par se mettre à la place, le côté pratique finalement, parce que dans tout ce que fait Stark, il y a quand même cette côté praticabilité, quoi. oui, oui. Et bah, c'est le Les propre du chaises, les designer. tables, et voilà, et Oui. après tous ces hôtels, etc. Tous ces, On va mettre à l'écran effectivement certains hôtels, certains restaurants. On peut penser au Kong, on peut penser oui. à. Enfin, il a fait des hôtels aussi. Bah, il a fait le Royal Monceau dans un style un peu plus néoclassique. Oui, baroque, j'allais dire. Oui, oui, baroque. Ouais. Avec la galerie, Les lustres. le baccarat, je crois Voilà. qu'il a travaillé un Voilà. peu avec ça. Ouais. Ouais. Tu pensais à un autre hôtel? Oui, mais un peu plus, j'allais dire un peu plus. Mama Shelter. Voilà, Mm. voilà. Oui, voilà, et sa signature, c'est l'inox. Oui, Donc il s'est tout de suite dit, je pense, l'inox, c'est un indémodable, Voilà. c'est beau, c'est fort, c'est futuriste, c'est un peu miroitant, et donc c'est un matériau qui est... C'est marrant comme quoi un petit matériau comme ça, un détail peut faire à un moment donné une signature. ah, mais bien sûr, parce que dans tous les cas, quand un architecte vient et alors, donc il connaît l'histoire de la marque ou de l'hôtel, il connaît tout ça, il étudie, il essaye de donner une identité à tous ces mots. Il faut donner une identité à tous ces mots, il y a des petits repères, des choses comme ça. Donc c'est le génie d'un bon architecte. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait c'est difficile à dire. Il y a une marque qui a peut-être besoin, oui, par exemple Montclair qui a mis du bois, Saint-Laurent qui a mis du marbre. Voilà, donc Céline aussi. Céline a fait des boutiques, mais un petit peu plus froid aussi. Tout ça, c'est un peu les mêmes. Dior, pour le coup, c'est quand même assez champêtre, parce qu'il y a un C'est un peu, peu plus il y a un côté champêtre, voilà. floral. Voilà. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est la vision qu'a eue, parce que maintenant il est parti, c'est Jonathan Anderson chez Louis V. Il a donné ce côté savoir-faire artisanal, mais vraiment le côté luxueux, le savoir-faire. Et ça, c'est superbe. C'est très très beau. C'est très beau. Et Bottega Veneta, Bottega Veneta. pardon, Bottega, ça reste effectivement une référence. C'est un peu le Hermès italien, le Oui, Bottega voilà, Veneta. c'est l'Hermès italien. Voilà, donc le Intrecciato. Là, les budgets sont importants. Hein. Bah, tout dépend, tout dépend. C'est pas Non, plus cher. c'est Moi, pas je trouve plus que cher qu'à Hermès. c'est Bon, pas ça plus va. cher. Tout dépend. Chez Hermès, oui, il y a certains prix, mais il y a certains prix très abordables aussi, hein, chez Hermès. Et juste pour en terminer avec Stark, du coup, tu l'as rencontré Oui, Stark, je l'ai rencontré. Alors, dans une salle d'attente. dans une salle d'attente. Je l'ai rencontré dans une salle d'attente parce que plus jeune, quand je travaillais toujours chez Chantal Thomas, Monsieur Thomas m'avait dit qu'il me voyait faire. Il me voyait faire à la vente, etc. Parce que j'ai toujours eu cette approche avec la clientèle. Personne ne me l'a appris, mais je l'ai toujours eu. Ça, c'est très important. Oui, voilà. Je pense qu'il y a des choses, on l'a ou on ne l'a pas. Et il paraît que je l'avais, c'est-à-dire cette approche avec le client. Et je mettais tout de suite la cliente à l'aise.
Et cette façon d'approcher et de faire les choses, c'était... j'arrivais à transformer une femme qui n'était pas très à l'aise. Et voilà, donc j'arrivais à à lui donner quelque chose de joli et agréable à regarder quand je l'habillais. Et il me dit, Monsieur Thomas me dit, mais pourquoi vous ne feriez pas de ça votre métier? Je dis pourquoi pas, puis ça m'a fait réfléchir. Et donc je suis allée le proposer aux Galeries Lafayette. Et ce jour-là, il y avait Philippe Starck qui était là avec son couteau. Il a toujours un petit... les couteaux qui s'ouvrent et qui se ferment. Canif. Ça porte un nom. Ah oui, un layol. Petit couteau, voilà, comme ça. Oh, il m'agaçait parce que moi j'étais un peu nerveuse. Et puis il était là, et puis bon, ouais, il a été appelé, donc il va dans un bureau, et moi on m'appelle et je vais dans un autre bureau. Et voilà, donc je l'ai rencontré comme ça. Et moi, j'avais proposé donc aux Galeries Lafayette ce qu'on appelle maintenant le personal shopper. Et je l'avais rencontré, j'avais même préparé des dossiers, comment approcher la cliente, tout le système pour mémoriser, parce qu'il n'y avait pas d'internet, pour mémoriser, etc. Enfin, j'avais fait toutes les fiches, etc. Et ils m'ont dit non, non, non. Ils m'ont pris vraiment pour une folle, c'était drôle. Voilà, et aujourd'hui, Donc ça, par c'est quelque exemple, chose qui c'est une fonctionne. idée effectivement de dire, est-ce qu'on a vraiment un accompagnement euh, personnel de quelqu'un en termes d'habillement? Parce qu'on rentre dans une boutique, la personne ne nous connaît absolument pas. Non, La plupart des gens ne peuvent pas se payer un personnel shopper à, je sais pas, 200 € la journée. Je sais pas exact. combien. Et peut-être que justement, je sais pas, peut-être effectivement il y a un côté un peu comme ça en se disant, mais tiens, apprendre à savoir qui je suis, quels sont mes objectifs, dans quel sens je veux migrer, je veux me mouvoir, est-ce que c'est dans un style plus classique, plus professionnel, plus sportswear, et donc du coup quelqu'un qui nous accompagnerait un petit peu et trouver un entre-deux entre le one-shot d'une boutique et le côté aussi one-shot du personnel Oui, shopper. c'est ce qu'on appelle les bons vendeurs. Un bon Oui, vendeur, c'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui oui. écoute le plus. Et quand il écoute, Mm. il voit très très bien, soit la personne est à l'aise, moins à l'aise. Il y a tout ce côté un peu psychologique qu'il faut avoir. Donc, et ça, je l'ai toujours eu, pareil que je l'ai toujours eu. Il Donc, ce paraît qui qu'il avait faut fait un pas... peu ma force Oui. aussi, un peu. Donc, je pouvais aller avec une femme extrêmement Mm. sophistiquée. Voilà, j'avais cette capacité de pouvoir surfer un peu partout, parce qu'il y a cette écoute. Mm, mm, mm. Très important, l'écoute. Il paraît qu'il ne faut pas demander à une personne quand on rentre dans une boutique, puis-je vous aider? Ah, surtout pas, c'est horrible. Ah oui. C'est horrible. C'est dans Ah non, c'est horrible. 99% des Non, non, cas. non, non. On rentre dans une boutique, déjà on dit bonjour, et on dit bonjour face à face. Il ne faut pas lui dire bonjour à des kilomètres. Voilà, il faut attendre que la personne soit là, croiser le regard. Voilà, déjà, vous l'avez reconnue, la personne, donc elle se sent déjà plus à l'aise. C'est tout bête, hein, elle se sent plus à l'aise. Et ensuite, on la laisse regarder. Il ne faut rien dire. Et puis quand vous voyez qu'elle insiste sur je sais pas, un tissu, oui, un tissu, une couleur ou quelque chose l'interpelle, et que vous voyez qu'elle qu'elle passe un petit peu plus de temps à cet endroit qu'à un autre, là vous pouvez lui dire, écoutez madame, si vous souhaitez, je peux, vous l'essayez, Donc ne pas poser la vous question. devriez l'essayer, ou alors vous devriez l'essayer. D'accord. Vous croyez, moi, bien sûr, et pourquoi pas, etc. Jamais je porterai un truc comme ça. Et je suis arrivée, moi, à faire porter des choses à des clientes qui jamais elles ne l'auraient regardé dans une boutique. Jamais. Parce que si on est trop passif, après la personne, elle nous échappe quelque part aussi. Pas forcément. On peut revenir dessus. Faut pas l'étouffer. Il faut pas que la Il personne faut être soit attentif étouffée. à qu'est-ce qu'elle regarde. Voilà. Et surtout avoir un langage un peu diversifié. Et non pas toujours le même Et langage. ça, c'est important. Oui, ça vous C'est va bien. Il y a toujours les mêmes phrases. C'est horrible. Il faut avoir une certaine culture, donc avoir un langage diversifié. Surtout. Voilà. Ça, c'est vraiment... c'est ce que je peux, moi, conseiller. Voilà. Écoute, une certaine culture pour avoir un langage diversifié et ne pas étouffer la personne. Il ne faut pas que la personne qui est là, il faut lui faire sentir à la personne que vous l'avez reconnue, qu'elle est là, qu'elle est bien là, mais ne l'agressez pas, quoi, pas d'agression. Moi, si je peux faire une comparaison avec la restauration, en restauration, j'aime bien que le serveur me dise « Ah bonjour, je ne sais pas si vous connaissez, mais nous avons ce plat-là qui est superbe.
où en ce moment nous avons de très bons retours sur ce plat. C'est un plat qui est à base de tatata. Et peut-être pareil dans l'habillement. Ah super, nous avons reçu 3 pièces. Ça plaît généralement. Je vous les présente. Je ne sais pas si c'est un peu votre Ça style, plaît etc. généralement, déjà, il ne faut pas le dire. Ça plaît. Oui, Ça plaît, oui, ça oui. plaît à notre clientèle. Mais alors, je pense Parce que généralement, on permet à la personne de dire non, j'aime pas. Voilà, Donc alors on lui laisse aussi un champ de, oui, alors je de pense sortie. que faire la relation entre l'habillement et la restauration, je pense que c'est un petit peu plus... Ouais. Voilà, parce que quand on rentre dans un restaurant, ce qui est très agréable, c'est justement immédiatement, c'est que donc vous vous asseyez et que vous ayez la possibilité d'avoir tout de suite une personne qui vient vous bonjour, je vous laisse la carte, ou un verre d'eau, ou est-ce que je peux vous proposer quelque chose à Qu'on boire, ou... sente qu'on s'occupe de nous, qu'on nous a vus, qu'on se Exactement. sente. Tout de suite pris Voilà. en charge. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, je peux donner par contre, une fois, il m'est arrivé, une femme rentre et elle regardait des choses et je disais, mais pourquoi elle regarde ça? Mon Dieu, mais c'est pas du tout pour elle, c'est absolument pas pour elle. Là, tu es dans le jugement, mais dans le jugement Non, non, constructif. oui, non, oui, une fois je l'ai fait. Et elle regardait, je dis, mais qu'est-ce qu'elle va regarder? C'est pas possible, des jupes courtes, des choses. Et puis je voyais qu'elle les mettait devant elle, etc. Et puis, et je lui ai dit, ah madame, moi je pense que j'ai quelque chose pour vous de merveilleux. Elle me dit, non, moi je veux du court. Et c'était une femme de certain âge. J'ai dit, écoutez madame, je ne serai pas la personne appropriée qui peut vous suivre dans cet achat parce que je n'approuve pas cet achat pour vous. Ah ouais, t'as été franco là-dessus. J'étais franco là-dessus, il faut être franco. Là, Et t'es elle plus est du partie, tout. elle a été très très vexée. Ah mince. 15 jours après, elle est revenue. Ah oui, Elle m'a acheté, coup de bol. Bah, pas coup de mais bol, vous pouvez mais. pas savoir, Ah pas oui. que la mini-jupe, mais et elle est venue, elle m'a remerciée, elle m'a dit Ah bon? personne n'a osé me parler comme cela, et je vous en remercie vraiment, parce que moi j'étais toujours, je voyais des choses, je lis les magazines, etc. Je voulais ressembler à une Oui, telle, alors là, il etc. faut faire attention parce que là, toi, t'es la patronne, donc tu peux te permettre peut-être des trucs que pourrait pas se permettre Mais quelqu'un d'autre. oui, oui, oui. Si un de tes Mais quand stagiaires on a ou. cette possibilité de le faire, Oui. faut le faire. Et Ouais, c'est là où on tout est fidélise. dans la manière aussi de le dire. Tout est dans Si la je puis me manière. permettre, si je Si puis je me puis me permettre, permettre, ça n'aurait pas été mon premier choix, par pour exemple. vous, Oui, pour exactement. vous. Ok. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Alors, maintenant, on va passer sur un côté cinéphile, parce que chez Call the Team, on aime bien le côté cinéphile. C'est accessible et rapide. On a deux mastodontes du cinéma de la mode avec Prada et Gucci. Ton coup de cœur, Francine? Bah, House of Gucci. House of Gucci, parce que c'est une... Bon, Prada, c'est très très bien, bien évidemment. C'est drôle, puis c'est un très bon film. D'ailleurs, ils sont en train de La tourner... couverture est très sympa. Hein. Ouais. Ils sont en train de tourner le deuxième. Le deuxième, Le Diable s'habille en Prada. Et quand j'ai regardé dernièrement, septembre cette année, le défilé en live de chez Dolce Gabbana, il y avait une scène du film qui était en train de se filmer Ah oui. quand elle arrivait dans le défilé. Parce que les défilés, donc on est Mm. invité, vous avez tous les VIP, les premiers rangs, les deuxièmes rangs, etc. Tout était rempli. J'ai dit, mais pourquoi ils commencent pas leur défilé? Pourquoi ils commencent pas leur défilé? Et arrive Meryl Streep, avec, comment il s'appelle cet acteur qui est son binôme dans le film Le chauffe. Oui, voilà. Ils arrivent tous les deux. Donc elle arrive avec un truc. Elle s'assoit. Donc il y avait des photographes, etc. Il y a des gens qui filmaient. Je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Je dis mais c'est pas la vraie Anna Wintour. Et en face, il y avait la vraie Anna oui. Wintour. C'était très très drôle. Et ça on le verra dans le film, je pense. D'accord. Voilà, ou pas, mais c'était génial. Voilà. Donc, House of Gucci, pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est incroyable qu'une famille puisse se déchirer pour de l'argent. Voilà, je dis toujours la même chose, mais c'est navrant, c'est terrible. Quand on voit le fondateur, voilà, un gars qui a commencé en bas de l'échelle, qui fait... ça devient un empire, et que tous ces gens se déchirent, c'est terrible. Voilà, donc c'est une histoire, je trouve que c'est une histoire, une triste, très très triste histoire, vraiment. Donc, donc du coup, oui, qu'est-ce que ça peut nous apprendre de constructif pour nos vies bah, faites attention, ouais.
Voilà, faites attention. Je dirais même au sein de votre famille, vous avez des traîtres. On peut avoir des traîtres. Ça prend, voilà, c'est. Ok. Bon, bah, on va passer sur cette note. Après, voilà, deux objets iconiques. Celui de droite dont on a parlé, qui Ah est bah donc oui, le c'est le fameux presse-agrumes presse-agrumes. le presse-agrumes, le fameux, vous voyez, qui ressemble à un calamar. Ouais. Et à Et, gauche, on a une œuvre un peu différente, symbolisant, tout à l'heure on parlait un peu d'autocritique de la société, un peu de consumérisme. Là, on est presque au bout de l'idée, quoi, presque. oui, mettre un requin dans une cage, comment il s'appelle je me souviens jamais de son nom. Damien Damien, voilà. Damien Hirst. Damien Hirst. Donc oui, moi je suis un peu moins sensible à ça. Ça me glace. Alors voilà, deuxième série de films, on va avoir Saint-Laurent Oui, et Coco Chanel, oui, bon, oui. dans deux histoires complètement différentes, mais Bah, deux histoires complètement différentes. Bon, je dirais avant tout Coco Chanel parce que c'est vrai que bah, ça explique bien tout son parcours. Cette femme voilà, qui a connu un peu la misère et qui a connu l'amour, qui a connu la gloire. Ça, c'est merveilleux. Voilà, il y a tout. C'est amour, gloire et ça, c'est merveilleux, Coco Chanel. J'adore. Et Saint-Laurent, Saint-Laurent, c'est un homme génial, un grand génie, vraiment. D'ailleurs, je regrette que dans la nouvelle génération, il y a des bons, mais qu'on n'ait pas plus de génie. Au moins, il faisait des choses qui étaient. Il faisait des choses qui étaient. Il a fait une œuvre, parce on peut encore surfer dessus. C'est-à-dire qu'on peut. C'est plein de références. Il y a encore des jeunes créateurs qui se servent de Saint-Laurent, de Chanel bien sûr aussi, mais il fait partie de ces créateurs, de ces designers qui ont laissé une œuvre. Voilà. Malheureusement, c'est un homme qui a écouté beaucoup ses démons. Voilà. Mais oui, bien sûr, c'est un génie. il y a une pratique qui s'appelle l'art sartorial. Oui. Je sais pas si c'est pour les hommes qui aiment bien s'habiller avec des cravates, des nœuds de papillon, des chaussures, des souliers. C'est un peu tout cet art-là qui tourne autour de l'homme avec ses traditions, on va dire. Le dernier qui a été photographié, la fameuse photo le jour du cambriolage du Louvre, il en fait partie, il a 15 ans. Et Et il a 15 ans, c'est un étudiant qui sortait de l'école et il était habillé comme ça, avec la ah bon? cravate, dandy, il avait Oui, son parapluie, c'est ça? oui, on peut dire ça. Mais c'est extraordinaire parce que je sais pas si tu l'as vu, non? T'as Non, pas vu la photo? non. Non, alors c'est une photo quand il y a eu ce fameux cambriolage au Louvre. Quelques jours après, ils ont sorti une photo. D'ailleurs, ils pensaient que c'était, et Camouflage. il Non. faisait un peu, comment s'appelle ce dandy qui était le voleur. Arsène Lupin. Voilà, on dit tiens, on a trouvé le Arsène Lupin. Et Oui. effectivement, Ah oui, c'était un peu il ça. était habillé comme ça. D'accord. Et donc, ils l'ont retrouvé, etc. Ils l'ont interviewé. Il a dit non, mais moi, c'est normal, j'adore m'habiller comme ça. D'accord. Et il fait partie semble-t-il, du casse. Non, il ne faisait pas Ah non, partie il du fait pas On partie du pensait casse. Ah qu'il oui, faisait d'accord. partie du casse parce qu'il a Ah été oui. photographié D'accord. euh, Pas loin. pas loin. Voilà. D'accord, ok. Bon. C'était drôle. Alors, quel sac... Attends, on va passer quelques questions. Quel sac Hermès a été créé pour une actrice française? Lady, Birkin ou Baguette? Birkin. Hermès Birkin. Hermès Birkin. Donc, Hermès Birkin, oui, oui. ça a été créé dans un avion, Alors, dans un bateau? elle voyageait à Air France à côté de Jean-Louis Dumas, l'ex-PDG d'Hermès. Et elle avait un sac et elle disait ah, ce sac, je peux rien mettre. Et puis il lui dit, Jean-Louis Dumas lui demande, bah, écoutez, dessinez-moi un sac. Alors elle dessine un sac. Elle dit voilà le sac que j'aimerais bien avoir. Elle a mis des poches partout, etc. Ensuite, Jean-Louis Dumas est rentré. Il a demandé aux ateliers de faire ce sac et il s'est appelé Hermès, le Birkin. Voilà, Hermès Birkin. Et elle disait que ce sac était bloody heavy. Ah oui. C'est vrai que c'est lourd. Parce que j'en mettais tellement plus. Eh oui, oui. Bloody heavy. C'est drôle. C'est pas Bloody Mary? Non, c'est pas Bloody Mary, Bloody heavy. On revient sur un sac, Ah, justement, bah, ce magnifique sac c'est le sac vintage. de vintage de Birkin,
qui a été vendu aux enchères à près de 8 millions d'euros. C'est un record absolu. Un Et, record absolu. On Ouais. l'encadre, on le met dans une galerie. Oui, je pense que c'est des collectionneurs. C'est le fait déjà que c'est le sac qui a été fait spécialement pour. Ah oui, c'est Il y a l'original. toute l'histoire. D'accord, oui. La rencontre avec Jean-Louis Dumas, l'ex-PDG d'Hermès. Il y a le sac, et puis il y a l'icône Birkin qui en rajoute beaucoup. Donc c'est toute l'histoire. Tu as d'autres musées, je sais pas, le Guggenheim, Bah, il y a toujours le Guggenheim, mais il faut toujours aller. Si vous l'avez pas vu, il faut aller le visiter absolument. Francis Bacon, t'aimes bien? C'est difficile. C'est un peu sauvage pour toi? C'est dur, Francis Bacon. Oui. Sa peinture est très très dure. Mm. Oui, c'est un peu ouf. Oui. Je regarde C'est pas trop. transcendant un peu. Oui, ouais. oui. Alors, pourquoi le sac Chanel 2.55 s'appelle-t-il ainsi? Pour sa date de création, car il faut 255 heures pour le J'adore. fabriquer, ou il coûtait 255 Oh, j'en ai francs. racheté plein. Sa création. Sa création, donc de 1955. Donc, comme Oui. quoi, effectivement, il y a des pièces comme ça qui perdurent, quoi. Oui. Et le voici, effectivement, qui est très beau. Alors, quelle actrice a rendu culte le sac Fendi Baguette dans les années 90? Julia Roberts, Sarah Jessica Parker ou pas trop? Sarah Jessica Parker, bien sûr, et qui disait ce n'est pas une un Fendi, mais c'est une baguette. Mais non, ou l'inverse, je ne sais plus exactement comment elle le disait. C'est elle, hein? Ouais. Oui, Okay. J'aime bien cette actrice. Quel sac C'était une série extraordinaire, délicieuse cette série. C'était délicieux cette série, c'était super. Elle me fait penser à la fille dans Sex and the City. Mais c'est elle? Ah, c'est elle. Hein. C'est elle, oui, Sex and the City, c'est elle. Quel sac est directement associé à Lady Diana? Lady Dior, Kelly Hermès, Jackie de Gucci? Lady Dior. Pareil, c'est un sac à la base qui ne s'appelait pas Lady Dior, qui n'a pas été créé pour elle en fait. Mais c'était comme un sac qu'elle portait tout le temps. Il a fini par s'appeler Lady Di, mais au départ il s'appelait Chouchou. Voilà. Mais, il y a une question que je t'ai pas posée d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a donné la passion pour ce monde? Parce que je m'aperçois quand même que tu connais tout, que tu es passionné, que pour toi c'est facile, tu retiens. Qu'est-ce qui t'a donné jeune cette envie de... Alors jeune, cette envie, c'est tout simple. À la maison, nous étions une famille de 9 enfants, et il y avait une couturière qui venait et qui vivait 6 mois à la maison. Donc, elle faisait les vêtements pour tout le monde. Ah oui, carrément. Elle les fabriquait. Ah, elle mangeait avec nous le midi, le soir. Et donc, elle fabriquait les vêtements. Et ça m'a toujours marqué. Et elle faisait les petites barboteuses, des trucs, machin, etc. Et quand il y avait des mariages, des choses comme ça, elle m'habillait. Et j'étais toute petite. Hein. Et j'insistais pour aller avec ma maman, acheter les tissus, parce que je choisissais mes tissus. Et je lui disais, je veux ça, ça, ça. Elle me faisait des trucs incroyables. Et elle m'habillait. Donc c'est inné, je l'avais en moi. Oui, mais du coup, tu aurais pu te diriger vers le côté couture, création, industrialisation, non, et non pas le côté et après, j'ai toujours aimé m'habiller. Et après, quand j'étais jeune, 18 ans, j'achetais des magazines, etc. Et je voyais toujours un nom, Chantal Thomas. Tout ce qui me plaisait s'appelait Chantal Thomas à travers les magazines, le Elle, le Marie-Claire, etc. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir. D'accord. Et donc, je disais, mais c'est pas possible. Chaque fois que je dis ça, j'aime, c'était signé Chantal Thomas, parce qu'elle faisait du prêt-à-porter. Et son mari, qui était dessiné, il était aux arts, étudiant aux arts graphiques, et il dessinait les tissus. Donc, il y avait par exemple des hauts à dentelle avec des robes toutes plissées, c'était magnifique. Et j'adorais toujours ça. Et puis un jour, à la majorité, parce qu'à l'époque, la majorité n'était pas 18, mais 21 ans, à la majorité, j'ai décidé d'aller à Paris. Et donc, j'ai dit, il faut absolument que je travaille avec Chantal Thomas. J'ai tout fait pour travailler avec Chantal Thomas. J'ai eu quelques mois où j'ai travaillé, pas dans un restaurant, mais j'ai gardé des enfants, babysitter, j'ai fait des petits boulots, jusqu'au jour où j'ai pu avoir Chantal Thomas. Et j'y suis arrivée. Incroyable. Donc la détermination, c'est ce que je disais, c'est la détermination. Très important. Magnifique. Voilà, magnifique. Voilà mon histoire en fait. Bon, oui, c'est super. Oui, donc c'est un instinct maternel un peu ce lien aux vêtements.
Oui, peut-être maternelle, mais surtout, ça me passionnait. Ça me Mmh. passionnait de voir cette femme qui, elle avait sa machine et Ah j'allais oui, la vous voir aviez une l'après-midi. production à la maison, Ah quoi. oui, oui, elle travaillait, elle avait sa pièce, c'est une pièce à peu près comme ça, même un peu plus grande. Elle avait une grande table pour couper les tissus, etc. Et elle travaillait à la maison, bien sûr. J'ai jamais entendu parler de ça. Je veux T'as dire, jamais... je savais Si, même pas que c'était dans possible. les familles, il y avait Si, il y a autrefois les toujours grandes nos mamans, familles. nos mamies Oui, oui, elle vivait à la maison. qui cousent Oui, des oui, petites choses, elle mais de vivait à la là maison. à faire pour Bah, 9 pour les enfants. neufs. Oui, 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 c'était plus rentable de. Oui, elle faisait les pantalons, les vestes, elle savait tout faire. Oui, oui. Non, elle était précieuse. C'est comme Alain Ducasse, ses parents étaient agriculteurs. Oui, Donc il a eu ce lien justement à la bien sûr. terre très tôt. Et il n'avait pas peur à 18 ans de déplumer Oui, c'est ça, des canards. et moi, Il moi avait les c'est, mains dedans, quoi. Et voilà. toi, pareil. Et moi, j'avais cette attirance pour tout ce qui était tissu, pour tout ce qui était joli, pour tout ce qui était décoration, pour tout ce qui était, bien sûr, c'est évidemment. Alors, quel sac détient le record du monde du plus petit sac? Hermès Mini Kelly, Louis Vuitton Speedy version MS-CHF ou le Fendi Nano Baguette? Ils ont tous fait leur mini sac. Maintenant, Hermès, je ne sais pas s'il a fait un anneau. Fendi, oui, il a fait des nanos. Louis Vuitton, C'est Louis Vuitton, effectivement, ça s'est vendu 60 000 euros et il mesure 1 millimètre. voilà. Mais vraiment, vraiment, Oui. oui, il faut. Donc là, ça crée le buzz. Donc là, j'imagine que tu as ton article dans Vogue quand tu fais ça. Ouais. Ah oui, ça Tu c'est. te payes une com, quoi. Ah oui, 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 ça c'est quelque chose Et, ça, et la R&D aussi, c'est Voilà. presque de l'innovation. Oui, et puis c'est le savoir-faire. Mais du coup, ça s'est fait à l'impression 3D. Je sais pas. Moi, je sais pas. Mais c'est pas incroyable. fait, c'est sûrement pas fait main. 1 millimètre, ça doit pas être fait main. Ok. On va revenir sur ton logo pour en terminer là. Pour te Le dire, logo voilà. Francine, oui. Oui, donc dans mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir ce logo. À l'époque, je portais tout le temps un béret sur ma tête et que j'ai abandonné maintenant depuis pas mal de temps, enfin depuis à peu près une dizaine d'années. Et donc la boutique avait besoin d'avoir un logo. Et c'est l'artiste Robert Brandoff qui a imaginé créer le logo Francine. Voilà, donc c'était ce béret. Je lui demandais tout le temps, il me faut absolument un logo, il me faut absolument un logo. Et puis un soir, toc toc toc, il a pris 3 coups de crayon. J'ai dit, ah, c'est parfait. Voilà, donc j'ai gardé le logo. Voilà. Et c'est un logo qui est vraiment fait partie de mon identité visuelle et qui a été imprimé sur tous les packaging, les cartes de visite, etc. Et quand ce logo était imprimé sur les packaging et que les sacs d'emballage se baladaient dans la ville, les boutiques disaient encore ce nom. Et Francine Brandoff, à la fin de chaque mot, le suffixe c'est in and off. Voilà, donc on va en terminer là avec la White Off de Oui. Virgile Abloh qu'on a mentionné avant pour oui. dire que la tradition, le modernisme, finalement, tout se rejoint Mhm. si on est passionné par nos métiers. Exactement, mais la passion. Oui, il faut être passionné par les Ouais. choses. Donc, Ouais. on l'a vu, il y a les défilés, il y a les films, il y a plein de trucs qui peuvent nous nourrir de l'intérieur et essayer de mieux comprendre les choses, et, lire aussi peut-être des biographies. Il y a plein de biographies qui existent. Oui, mais il y a la lecture, je crois qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui vous propose beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Après, effectivement, on ne peut pas aller dans tous les sens, mais il faut choisir une route. Et une fois que vous avez choisi cette route, il faut la suivre et vous nourrir pour avoir justement ce côté. Mais n'ayez pas peur parce qu'on pense que tout a été fait. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme je disais tout à l'heure, on est dans un monde qui est en mutation. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Bon, bah merci beaucoup d'être passé sur notre podcast, Francine. Merci de votre écoute, en tous les cas. Tu restes disponible pour tout. Et je reste disponible, absolument. Est-ce que tu donnes des conseils gratuitement ou oui. Bah oui, quand on est jeune, voilà, et qu'on a besoin de conseils, c'est qu'on a besoin de tout. Donc, bien sûr, je suis là. Bah merci beaucoup. Merci, Raphaël. Une dernière chose à ajouter, peut-être? Bonne route. En tous les cas, pour tous ceux qui ont une passion, moi je les encourage à foncer. Ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment, n'hésitez pas, faites-le. Mais faites-le avec
une autre vision aussi des choses. Ne restez pas dans votre zone de confort. Il faut aller un peu ailleurs. Il faut se faire un peu violence. Ça Voilà. marche. Merci Francine, à très bientôt. Adieu. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Au revoir.